l'inverse, il y a peut-être des centaines de Picasso, des milliers de Einstein qu'on a loupés parce qu'ils n'ont pas eu la chance de naître dans les beaux quartiers. On va laisser Marion rebondir avec ça. Parfait. Alors, Juan a très bien parlé des enfants du 5e et du 6e arrondissement. Moi, je vais parler de ce que je connais, je vais parler des autres. Donc, Juan a très bien expliqué que les classes préparatoires aux grandes écoles, puis le concours d'accès aux grandes écoles, puis la scolarité dans les grandes écoles, c'est un système de reproduction des élites. En réalité, moi, j'ai entendu parler des classes préparatoires aux grandes écoles lorsque j'étais déjà inscrite à l'université. Je n'ai pas, au cours de ma scolarité, entendu parler une seule fois de l'existence de ces classes préparatoires. Donc quand on sait que les classes préparatoires sont la première marche de l'escalier vers la réussite, et quand on découvre l'existence de cette première marche lorsqu'on est déjà inscrit dans l'enseignement supérieur, on voit effectivement qu'il y a une volonté de laisser les gens là où ils sont. Et ce n'est pas nécessairement de la faute des enseignants. Je pense que les enseignants qui sont dans des lycées qu'on va qualifier de difficiles, ils ont, eux, pour objectif de faire en sorte que leurs élèves aient le bac. Et ils n'ont pas le réflexe de dire à leurs élèves qu'après le bac, il y a autre chose. Ensuite, moi, je ne suis pas dans les milieux enseignants, je ne sais pas ce qu'il y a derrière pour qu'il y ait cette espèce d'omerta dans l'éducation nationale, dans certains établissements, pour que le secret des classes prépa ne soit pas divulgué. Mais toujours est-il que vous pouvez très bien arriver à l'université et vous rendre compte que vous aviez peut-être le niveau pour intégrer Sciences Po, mais il n'y a encore pas si longtemps, pour intégrer un institut d'études politiques, il fallait passer le concours l'année de votre baccalauréat ou au plus tard l'année qui suivait l'obtention du baccalauréat. Et lorsque vous étiez inscrit en deuxième année de licence ou en troisième année de licence, ce n'était déjà plus possible d'intégrer Sciences Po en première année. Et là, vous aviez la possibilité d'un autre concours pour rejoindre Sciences Po au niveau master qui était beaucoup plus difficile. Et donc vous aviez une passerelle qui vous marginalisait ensuite au sein de l'école parce que vous avez les étudiants qui font les choses proprement, qui intègrent les IEP, et encore les IEP de province, ça n'a rien à voir avec les grandes écoles que Juan a évoquées. Mais vous avez des passerelles qui existent pour rejoindre des écoles, mais une fois que vous avez intégré cette école, vous êtes marqué que vous n'avez pas suivi la voie royale. Qu'est-ce qui arrive aux enfants des classes populaires qui ne sont pas, pardonnez-moi l'anglicisme, briefés dès l'enfance sur la voie à suivre? Ils vont littéralement, pour certains, dans des voies de garage. Ça dépend, il n'y a pas que des voies de garage à l'université. Si vous allez en médecine ou en pharmacie, et que vous suivez votre cursus correctement, vous êtes sûr d'avoir du boulot, vous êtes sûr d'avoir du travail à l'issue. Bon, si vous êtes enfant d'ouvrier et que vous devez faire la plonge en même temps d'un cursus en médecine, la réussite du cursus complet sur 10 ans est fortement compromise. La plupart des enfants ne sont pas aiguillés, ni par leurs professeurs, ni par leurs parents. Et dans un milieu populaire, généralement, vous êtes fille d'ouvrier, vos tantes, vos oncles, vos cousins sont ouvriers, vos copains sont ouvriers, et donc les, entre guillemets, bons plans académiques ne se partagent pas. Donc, ce que j'ai vu autour de moi, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous choisissions tout seuls la filière de l'université dans laquelle nous allions nous inscrire. Et bien entendu, nous n'avions qu'une feuille de papier et qu'un site internet pour nous convaincre de la filière dans laquelle il fallait s'inscrire. Donc vous êtes étudiant dans votre lycée de banlieue, vous ne savez pas quoi faire par la suite, vous avez un intérêt marqué pour l'anglais, vous allez en anglais à l'LCE, à l'Université Stendhal de Grenoble, et lorsque vous vous retrouvez dans un amphithéâtre blindé avec de la moquette marron sur les murs qui se décolle par pans, vous comprenez que avant de devenir ambassadeur de France à l'UNESCO, il va falloir beaucoup bricoler. Donc, autour de moi, j'ai eu tous les profils, j'ai eu la voie de garage par excellence qui s'appelle LEA pour langue étrangère appliquée, où vous faites un petit peu de comptabilité, un petit peu d'économie, un petit peu d'espagnol appliqué, un petit peu d'anglais, et vous ressortez, vous n'êtes formé ni en économie, ni en comptabilité, ni en langue, et il n'y a bien que votre mère qui est agent municipal ou employé de la grande distribution pour avoir l'impression que vous êtes un génie. Et l'illusion des concours de la fonction publique maintient les gens de ma catégorie sociale la tête sous l'eau, parce qu'on vous dit qu'un, par exemple, un concours catégorie A, c'est accessible à Bac plus 3. Donc vous pensez naïvement qu'avec votre Bac plus 3 en éco-G validé à l'Université de Saint-Étienne, que vous avez le niveau pour vous présenter au concours de cadre d'Orient, c'est-à-dire le concours de diplomate.
Bon, une fois que vous vous retrouvez à passer les épreuves du concours de cadre d'Orient, vous vous rendez compte que vous êtes en concurrence directe avec des gens qui ont préparé ce concours pendant au moins 1 an à l'ENA, qu'avant d'intégrer l'ENA, ils étaient dans une grande école, et qu'avant la grande école, ils étaient en classe préparatoire, et qu'avant d'intégrer la classe préparatoire, ils étaient dans les bonnes classes de lycée. Donc vous vous rendez compte, lorsque vous préparez un concours qui sur le papier est accessible à partir de n'importe quel bac plus 3, que la préparation, en fait, a eu lieu, pour certains, 15 ou 20 ans auparavant. Et que généralement, les gens qui réussissent les hauts concours de la fonction publique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception et qu'un enfant d'ouvrier ne peut pas y arriver, il y a quand même un problème structurel, vous vous rendez compte en réalité que les gamins, pour la faire courte, sont préparés dès la 6e, voire dans leur famille, dès l'élémentaire. Et je me souviens à l'époque d'une vidéo sur internet qui circulait, qui était très drôle, où on voyait Henri de Lesquin, un grand bourgeois des Yvelines, directeur ou fondateur de la radio d'extrême droite, Radio Courtoisie, qui était entouré de ces têtes blondes dont la plus âgée devait avoir 10 ans et qui avait dit que tous ses enfants feraient Polytechnique. Et il me semble que tous ces enfants ont effectivement fait Polytechnique. Donc c'est très difficile de croire en l'égalité des chances quand certains y sont préparés dès le berceau. Et il est d'autant plus difficile d'y croire quand j'entends très régulièrement des anecdotes, par exemple celle de mon conjoint qui en M2 de mathématiques à l'université, dans une des universités parisiennes, a entendu parler pour la première fois de sa vie de l'école normale en M2. Et donc quand il a entendu parler de l'école normale, il s'est senti bien bête parce qu'il ne voyait pas ce que c'était qu'une école anormale. Donc la préparation est faite longtemps en amont, et je le dis dans Faux Départ, et je pense que ça peut faire grincer des dents, l'université pour les classes populaires, c'est de la garderie. C'est du maquillage de statistiques, on va s'inscrire en L1, en L2, en L3, éventuellement on s'inscrit en master, parce que tant qu'on est étudiant, on n'est pas officiellement demandeur d'emploi. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'université est un moyen de faire des fausses statistiques sur le chômage réel en France. Donc, vous êtes enfant de classe populaire, vous êtes enfant d'ouvrier ou de petit employé, vous arrivez en LEA. Vous faites langue étrangère appliquée pour votre famille qui, la plupart du temps, n'a pas le bac, vous êtes déjà un génie parce que vous avez eu le vôtre. Vous devez la plupart du temps avoir un boulot étudiant en parallèle de vos études. Ce boulot étudiant vous pompe quasiment toute votre énergie. Vous pouvez parvenir à valider une L1 ou une L2. Généralement, il ne faut pas se mentir, il est plus facile de valider une L1 de lettres modernes avec un petit boulot qu'une première année de droit ou de médecine ou de pharmacie. Vous parvenez à valider votre licence. Sur papier, vous pouvez passer un concours de la fonction publique. La plupart du temps, vous ne le validez pas. Vous avez une licence générale qui ne vous donne accès à aucun travail, qui ne représente aucune qualification sur le marché du travail, et vous finissez avec un bac plus 3, au mieux dans une grande distribution, à devoir marcher sur la gueule de vos collègues dans l'attente d'un éventuel poste de chef de rayon, soit vous rejoignez les rangs de ce qu'on appelle en anglais les bullshit jobs, c'est-à-dire les jobs à la con. Et dans mes études, j'ai travaillé comme hôtesse d'accueil. Mon boulot se résumait à être jolie, à faire des sourires et à donner des codes d'ascenseur derrière une banque d'accueil avec des cadres qui me snobaient au dernier degré. Et j'étais entourée de bac plus 5 qui faisaient le même boulot que moi. Ça, c'est la réalité derrière le mythe de l'égalité des chances, car j'ai vraiment connu des bac plus 5 en philosophie capables de me parler de Simone Weil, celle avec un W évidemment, et qui, à la fin du mois, n'arrivaient pas à nourrir leurs enfants. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes auquel on a assisté tout au long de cette année, c'est la résultante de tout ça. Parce qu'en plus de ça, vous avez également ceux qui ont validé les diplômes et qui sont trimballés de CDD en CDD et qui ne parviennent pas à vivre dignement du fruit de leur travail. Et en plus de ça, on a donc un mythe qui s'effondre, mais le décor du théâtre qui n'est plus repeint régulièrement commence vraiment à avoir mauvaise figure, et les gens, même les moins formés politiquement, commencent à voir l'envers du décor. Effectivement, quand on se retrouve avec Marlène Schiappa faire la fliquette de la cagnotte litchi de Christophe Détinger, on se demande vraiment d'où elle sort et quelle est sa légitimité pour se permettre de jouer au petit flic. La fliquette de la cagnotte litchi de Christophe Détinger,
On se demande vraiment d'où elle sort et quelle est sa légitimité pour se permettre de jouer au petit flic. Et là, avec la Macronie, on a vraiment des exemples de plus en plus visibles de ce que Roy décrivait. On a vraiment l'exemple de plus en plus visible que nous sommes gouvernés par des gens qui s'autocongratulent en permanence, qui ont, par leur seul nom, par leur seul carnet d'adresse, l'accès au bon poste. Et j'ai une anecdote très parlante à ce sujet. J'ai une très bonne amie, fille de prof. Donc on ne peut pas parler fille d'ouvrier, mais en tout cas, elle ne vient pas du 5e et du 6e arrondissement. Marie, pour ne pas la nommer, valide Cagne, Hippocagne, Cagne. Elle valide sa licence et elle intègre Sciences Po Paris en première année de master. À ce moment-là, vous avez une autre forme de sélection qui entre en jeu, c'est celle des stages. Il faut trouver un stage en Master 1 à Sciences Po Paris. Certains n'ont qu'à demander à leur père pour avoir un stage à New York, au siège de l'ONU. Marie appelle ses parents, on lui propose un stage à la médiathèque de Charleville-Mézières, car elle est en master de médiation culturelle. Et là, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est que tous les étudiants qui veulent faire un stage dans la sphère anglo-saxonne doivent valider le TOEFL ou le TOEIC, qui est un stage de validation des acquis dans une langue, qui est obligatoire et qui coûte 130 €. Tout le monde le valide sans aucun problème. Marie renonce d'entrée à effectuer un stage dans un pays anglo-saxon parce qu'elle n'a pas les 130 € pour valider le TOEFL. Et donc, le capital culturel, le capital symbolique, ça passe aussi par le carnet d'adresse des parents. Lorsque vous êtes à l'université et que vous n'avez pas le carnet d'adresse de vos parents pour valider un stage, vous avez sur le curriculum vitae une ligne qui dit que vous avez passé le même diplôme que les autres, mais ensuite vous avez une forme de paratexte au niveau de l'intitulé des stages, au niveau du nom, au niveau de l'adresse, qui vous met complètement en position de hors-jeu. Et tout ça, c'est évidemment des choses dont on ne nous parle pas. Vous n'entendrez jamais quelqu'un vous dire franchement que sans le carnet d'adresse de vos parents, vos diplômes ne représenteront rien. Et évidemment, ça commence à se voir de plus en plus. On espère vous avoir convaincu que si vous étiez né dans les bons arrondissements de Paris, vous seriez tous ministres et vous auriez fait l'ENA. Voilà, a priori, c'était la raison principale qui fait que vous n'êtes pas ministre. Donc, il faut en avoir conscience. Moi, j'ai pas d'anecdote à ce sujet. C'est peut-être c'est un peu moins sinistre du coup parce que c'est l'envers positif entre guillemets de l'aspect. Enfin, déjà, je fais quand même partie d'une promo où se retrouvaient et Gabriel Attal et Manon Aubry. Donc, vous voyez quand même le niveau d'endogamie dans lequel on était. Et Gabriel Attal, moi, quand j'ai compris qu'il voulait devenir président de la République à 16 ans, parce que dans le yearbook de l'Alsacienne, il avait mis une photo de Pompidou avec sa tête à la place de Pompidou, je me suis dit, ok, moi, la politique, genre, me coltiner pendant 40 ans ce garçon, je suis pas sûr d'avoir très envie. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, quand même, quand j'ai vu nommer ministre, je me suis dit, oui, aucune surprise. À 16 ans, parce qu'à 16 ans, aucun des élèves de l'Alsacienne s'est dit, il ne va pas devenir ministre. Président, on ne sait jamais, mais c'était évident qu'il était programmé pour et qu'il allait avoir, au moins, s'il le voulait, vraiment, s'il persistait, cette possibilité-là dans sa vie, parce que c'était à peu près acquis. Évidemment, il faut quand même... La concurrence existe dans la sphère bourgeoise, c'est pas n'importe quel fils de bourgeois, c'est-à-dire que ces grandes écoles gardent cette qualité, entre guillemets, qui est de sélectionner théoriquement les meilleurs au sein de cette sphère sociale. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même une forme de filtre qui va s'appliquer, qui fait que le pays ne s'est pas complètement effondré, qui va faire que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai vu? C'était assez extraordinaire quand je rentre à Sciences Po, après à l'ENS, et je vois comment ceux qui ont raté les concours, soit post-bac, soit après la prépa, et qui sont retrouvés, ce qui est vraiment un livre pour ces sphères-là, en droit à SAS ou à la Sorbonne, commençaient à traîner. Donc les filles commençaient à traîner avec des garçons qui sont rentrés à Sciences Po et à Normal et vice-versa. Et en fait, j'ai vu des couples commencer à se mettre en place pour compenser l'échec qui était potentiellement synonyme de déclassement social. Donc les jolies filles se raccrochaient aux garçons, les jolies filles qui avaient raté les concours se raccrochaient aux garçons qui les avaient réussi, et vice-versa. Et c'est quand j'ai vu vraiment, mais ça au niveau de ma sphère immédiate, c'est-à-dire des amis, quand j'ai vu se mettre en place ce système, là j'ai quand même complètement halluciné. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui ont raté les concours immédiatement? Ils ont pris les passerelles qui sont censées
créer de la diversité sociale. Donc toutes ces passerelles qui font que vous pouvez aujourd'hui rentrer dans les grandes écoles si vous n'avez pas passé le concours, si vous venez de l'université, qui a été créé à l'orée des années 2000, parce que bon, on a quand même créé un type en France qui s'appelle Bourdieu, qui est un peu quand même décrit par le menu l'ensemble du système de reproduction, et donc à un moment, je veux dire, ça commençait à se savoir trop, il fallait quand même essayer quelque chose pour essayer d'empêcher que ça devienne trop grossier. Donc on crée ces systèmes qui sont censés permettre aux enfants de classe populaire de rentrer, même si en effet, au niveau du bac, en première année, ils ne savaient toujours pas ce qu'était une grande école, ils découvrent ça une fois qu'ils sont à l'université, et donc théoriquement, les trois, ils peuvent rattraper leur retard d'information dont parlait Marion. Sauf qu'en fait, ces dispositifs sont trustés par les fils de bourgeois qui avaient raté les concours auparavant et qui en fait rentrent par la tangente dans ces espaces-là. Et en fait, c'est quand même. Et vous regardez les statistiques en termes d'origine sociale des personnes qui rentrent en passerelle dans les grandes écoles, et vous avez en fait une sursélection sociale à ce niveau-là. Donc c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Évidemment, pourquoi? Parce que les passerelles, ça s'appuie sur le dossier, sur un entretien, et donc l'habitus social, tout simplement, de pouvoir parler de tu à tu à un professeur de grande école, la façon de faire son CV, les stages, toutes ces expériences vont être survalorisées dans ces procédures-là, y compris encore plus par rapport au concours, dont les programmes eux-mêmes ont été faits pour favoriser ces limites-là. Et donc on se retrouve évidemment dans des cercles complètement nocifs, et en même temps qui fonctionnent très bien, quoi, parce que par cette légitimation, vous légitimez en fait votre capacité de domination à l'échelle de la société, et vous écrasez les classes populaires, y compris si elles ne croient pas en ce mythe, y compris lorsqu'il y a une résistance par rapport à ce mythe. Le simple fait que vous l'énonciez et que, puisque vous êtes en position de domination dans l'espace social, votre parole pèse beaucoup plus que quelqu'un qui est issu d'une classe populaire. Donc, une personne issue de la classe populaire pourra tenter d'exprimer une résistance par rapport à votre impérium, par rapport à cette sorte d'écrasement. La personne qui, elle, a réussi à intégrer ce système, l'écrasera tout de suite en disant « moi, je suis plus légitime, j'ai les outils de la parole que vous n'avez pas », et ainsi de suite. Et donc, dans cette forme d'étouffoir, se crée une violence sociale extraordinaire qui se double de cette médiocrisation dont je parlais, et qui, en effet, à mon avis, est un des vecteurs, pas le plus important, mais un des vecteurs de l'effondrement qui a amené au Gilet jaune. Ça, je suis convaincu qu'il y a un lien très fort entre les deux, parce que à un moment donné, c'est pas tant l'aspiration pour chacun d'avoir une vie de boule dans les beaux quartiers parisiens, c'est pas ça, c'est un moment où il y a un socle commun qui se dissout et qui fait qu'il y a un sentiment de tromperie extrêmement violent qui commence à se disséminer au sein de la société et qui amène évidemment à la révolte à travers l'indignation. Il y a un mouvement de réaction immédiat qui est de mettre à bas ce système qui en fait nous instrumentalisait là où on peut en penser qu'il en effet il nous donnait de véritables chances. Je mettrais quand même il y a une grande question par rapport au niveau de croyance qui existe encore par rapport à la méritocratie. Moi j'ai enseigné et je suis allé volontairement, je suis parti à 2 reprises comme professeur contractuel en banlieue parisienne. Ce qui n'est pas la même situation qu'en province, ou que dans les campagnes, ou que dans les villes moins importantes en termes numériques que Paris. Dans la banlieue parisienne, je me retrouvais face à des élèves qui, à 3 km dans le 4, vraiment littéralement à 3 km, à la porte Saint-Ouen, quand je leur donnais ces chiffres-là, je leur disais, vous avez littéralement 44 fois moins de chances de rentrer dans une de ces grandes écoles que le gamin qui est scolarisé à 3 km de chez vous. Est-ce que vous pensez qu'il est 44 fois plus intelligent que vous, du fait d'une différence génétique qui s'expliquerait par les 3 km de distance qu'il y a entre vos 2 lieux d'habitation? J'avais des élèves qui refusaient de croire que mes chiffres étaient véritables. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion telle, et en particulier, je pense que c'était en partie causé par le fait que c'était des élèves de terminale, dans un lycée qui avait entre 60 et 70% de réussite au bac, donc un lycée qui avait de très faibles taux de réussite au bac, et donc j'avais en fait ceux qui avaient survécu. Et vous imaginez l'énergie qu'il faut pour survivre dans ces conditions-là, pour arriver en terminale générale, en classe littéraire, alors même que vous aviez en fait dès le départ quasiment aucune chance d'arriver jusqu'à là, vous êtes déjà... Donc évidemment, je me retrouvais face à ceux qui étaient le plus en adhésion, mais pour une simple question de survie psychique. C'est-à-dire que s'ils lâchaient prise, s'ils disaient oui, en fait, vous avez raison, soit vous avez le vecteur révolutionnaire, mais encore faut-il avoir l'opportunité de le saisir, c'est-à-dire encore faut-il avoir un moment comme les Gilets jaunes pour se dire en fait je suis pas seul, je vais pas juste aller m'immoler devant mon lycée, mais il y a la possibilité de s'organiser pour mettre en place une alternative. Donc soit vous tirez une balle en fait. Vous êtes dans une dichotomie qui est insupportable. Et donc le déni. Et donc je voyais dans mes classes une sorte de refus
de cette parole, qui était sain, qui était normal, c'était normal d'avoir cette résistance. Ça provoquerait trop de haine, mais alors même que, contrairement à ici où je donne un discours d'ensemble quand même assez pessimiste, et Marion me bat, ce qui m'étonne pas mal, parce que je pensais quand même... J'essayais vraiment juste de présenter des données objectives pour essayer de voir comment est-ce qu'ils s'en saisissaient. Eh bien, cette résistance par rapport à cette violence, je ne peux pas la généraliser, parce que, encore une fois, j'avais que des survivants, et d'autre part, elle m'interrogeait, moi, en tant que professeur, dans un système où, dans l'ensemble, je comprenais en fait pourquoi il y avait cet effondrement. Moi, en tant que professeur contractuel dans le secondaire, pendant cette période-là, je gagnais à peu près 1 400 € par mois. Je me disais, mais j'étais censé avoir un minimum de Bac plus 3, en fait, on recrute quasiment que des Bac plus 5, donc à longues études qui avaient fait suite à ce baccalauréat, théoriquement. Je gagnais moins qu'un caissier chez Franprix, avec ses primes inclus, dans le quartier à côté. Et j'avais une charge de travail, mais surtout un stress énorme. Et je me disais, sur quoi repose l'adhésion de ces enfants à un système aussi unique? Et comment est-ce que moi je peux faire, dans la condition sociale où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire en sachant très bien, si j'étais resté dans cette position sociale, c'est-à-dire que si j'avais été contractuel sur le long terme, je savais très bien que ce que je leur demandais comme effort ne les menait à aucune forme de récompense ou de justification du point de vue de l'insertion sociale, parce que par ailleurs, je voyais très bien à quel point il y avait un isolement très fort quand on est professeur. Les salles de classe aujourd'hui, pour celles que j'ai connues, il n'y en a pas eu beaucoup, les salles de professeurs, pardon, c'est des lieux très moroses, parce qu'il y a une souffrance partagée très importante, où, en gros, le sujet de discussion le plus important pour les professeurs, c'est comment passer l'agrégation, parce que la plupart sont certifiés, pour justement réussir à s'extirper un peu d'une difficulté sociale réelle, parce qu'ils sont eux aussi paupérisés, et donc on se retrouve dans une forme de violence en fait qui est infligée à ses propres professeurs, qui doivent à leur tour pousser ces élèves à poursuivre cette voie, à faire cet effort, en sachant très bien que la résultante, au-delà de l'émancipation personnelle, qui est toujours quelque chose de potentiellement positif, mais qui peut être aussi destructeur dans une société qui ne valorise plus le savoir, dans une société qui ne met plus en avant l'exigence en gros, je me disais, mais ces gamins, ils regardent Hanouna. Enfin, c'est-à-dire que, je veux dire, l'exemple de réussite qu'on leur donne dans cette société, c'est Hanouna. C'est-à-dire que il y a quand même une grande difficulté à jouer votre rôle. Et je me demandais en fait donc, ce qui faisait qu'ils étaient arrivés jusqu'à là, et j'ai compris à un moment, c'était la croyance des familles. Ça ne tenait que par les familles. Et je me suis dit, mais alors la génération qui vient, et celle d'après, qui elle aura vécu pleinement l'absence de rêve, de possibilité d'émancipation à travers l'école. Parce que jusqu'ici, justement, les familles qui voient encore leurs enfants ont pu vivre en fait dans ce mythe et ont pu croire en fait qu'en poussant leurs enfants plus loin que là où ils étaient arrivés, il pourrait y avoir une amélioration des conditions sociales. Statistiquement, c'est faux. Qu'est-ce qui va se passer quand mes élèves vont se retrouver avec des enfants tout en ne croyant plus dans ce système? Et bien ces enfants, ça sera la fin en fait, ça sera un démembrement complet. D'où l'importance et l'urgence, je pense, de commencer à penser, et c'est pour ça que moi j'en suis toujours à cette aporie. Il y a deux raisons qui me font tenir un discours révolutionnaire, alors que je suis un petit bourgeois qui ne devrait avoir aucune raison de l'être. C'est la destruction de l'espace public, donc ça j'en ai pas parlé j'en ai parlé seulement dans cette conférence, et ces questions de la question éducative, qui fait que dans les deux cas, on va dans un mur sur une question d'une génération. En fait, la question de l'espace public fait que la démocratie en France n'est plus. Aujourd'hui, il y a une telle manipulation d'informations dans l'espace public que votre vote est devenu une valeur très relative. Votre capacité à peser sur l'espace politique aujourd'hui est devenue quasi nulle, par le biais du vote, par le biais de l'engagement partisan et ainsi de suite, pour toute une série de raisons qui sont notamment décrites dans le crépuscule. Et votre capacité à vous émanciper en dehors du politique, à travers le professionnel, à travers l'engagement professionnel, à travers la formation, l'intégration, la méritocratie, ainsi de suite, et elle aussi réduite quasiment à néant. Donc dans les deux cas, on a un étouffoir et une limite qui s'est posée aujourd'hui pour la très grande majorité de la population, qui fait qu'on est au bord d'un précipice, mais surtout qu'on a besoin d'une véritable révolution, c'est-à-dire il faut prendre le pouvoir qui est pris entre ces individus qui ont capté et l'espace public et l'espace éducationnel pour s'y instaurer en dominant et pour s'assurer que leur descendance continuera à dominer,
pour refonder un système qui soit sur le modèle républicain véritablement méritocratique et véritablement démocratique, soit tout simplement inventer une autre forme politique. Et je n'arrive pas en fait à concevoir comment un système constant, on arriverait à provoquer une subversion. On est arrivé en fait dans un étau général où il n'y a pas de point de bascule possible de l'intérieur. Et je vous le dis de mon expérience en ayant tenté de pousser à bout la logique du système de l'intérieur, c'est-à-dire en suivant tout le cursus honorarum, en accumulant les titres de façon consciente, de façon à avoir une force d'imposition suffisante, donc de Yale à Normal en passant par le doctorat avec les et compagnie, mais tout ça en sachant très bien que c'était instrumental pour pouvoir de l'intérieur provoquer un bouleversement. Si même des parcours comme le mien se retrouvent complètement dans l'impuissance dans le système existant, je pense qu'il faut s'interroger sur notre volonté de persister dans un tentative de réforme de l'intérieur et au contraire dans la réflexion de comment est-ce qu'on pourrait provoquer une rupture par l'extérieur. C'est mon sentiment. Et un élément important dans mon parcours, la première fois où je deviens professeur remplaçant, donc c'était à Thiers, dans le lycée de Thiers, c'était sur le RERC, donc au fin fond de la banlieue parisienne, et j'avais décidé de le faire parce que j'étais au Quai d'Orsay. J'écrivais des discours de Phébus, et je m'occupais de justice internationale et droits de l'homme, donc des sujets qui n'étaient pas très prioritaires à l'époque. Et donc du coup, je me retrouve dans un étouffoir, pour le coup, qui est celui des espaces politiques aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux où les gens sont là pour se satisfaire, pour trouver des positions sociales de grande valeur, mais où ils n'ont plus de volonté de faire de la politique, c'est-à-dire d'essayer d'en effet changer les choses, de provoquer des bascules, et surtout de prendre des risques. Donc on m'a donné un bureau dans l'hôtel du ministre, à peu près 3000 m² qui servent à organiser des fêtes et des réceptions, et il y a 3 bureaux, le bureau du ministre, le mien, celui du conseil spécial, et les secrétaires particuliers du ministre. Donc je me baladais, je passais mes journées à me balader sous les ordres de la République en me disant mais qu'est-ce que je fous là, j'avais 22 ans, donc avant je me dis, je m'inscris comme prof remplaçant et je combinais les deux parce qu'en plus on n'avait pas tant de travail que ça, et donc je faisais l'aller-retour entre Thiers sur le RERC qui arrive très opportunément en face du ministère des Affaires étrangères pour donner des cours, et je mesurais en fait l'écart immense mais qui pourrait être légitime, c'est-à-dire vous avez des lieux qui ont permis en fait de s'exfiltrer un certain nombre de personnes pour prendre des décisions à froid, etc. Et un espace où je savais parfaitement que personne ne sortirait jamais avec la possibilité d'avoir accès à ce lieu de pouvoir. Or, ces ordres de la République, ce sont des ordres justement républicains, c'est-à-dire qu'ils ont été institués par et pour le peuple, ils ont été construits sur nos ressources publiques, sur notre sang parfois, dans le but de nous représenter, de porter une parole qui à tout moment serait celle de la majorité et non pas d'une caste qui se serait auto-instituée. Pourquoi est-ce qu'on a créé des palais républicains? C'est une bonne question. Non? Pourquoi est-ce que tout d'un coup la République, qui devait être un truc égalitaire, démocratique, ainsi de suite, commence à construire de telles fastes? C'était pas par plaisir du privilège des révolutionnaires ou des premiers... Non, c'était tout simplement pour avoir une force d'imposition face aux aristocrates. C'est-à-dire, on vous retire le pouvoir, et vous n'allez pas pouvoir nous écraser avec votre ordre symbolique. Nous, on va construire le nôtre, au moins équivalent au vôtre, et on va être capable de vous défier, et comme ça, à partir de là, de redistribuer le pouvoir à l'ensemble de la population. Ces palais, ils sont à nous. Et ça, c'est quelque chose, il faudra toujours s'en souvenir. Ils ont été construits, financés par et pour nous, et ils nous appartiennent. Des personnes qui y sont des locataires à qui on a donné le privilège extraordinaire d'en jouir pendant un certain temps, pour porter notre parole. Et lorsqu'ils cessent de le faire, lorsqu'ils usurpent leurs fonctions, eh bien prendre un Fenwick et aller défoncer leur porte, c'est pas forcément légitime. Je pense que ce ne sera pas très facile à Marion de rebondir. Il y avait quelque chose presque de scandinave dans ce que j'ai vécu avec un bébé sur, on peut dire, un lieu de travail. Moi, je suis très impressionnée. Alors, Roy vient de faire allusion aux Gilets jaunes. J'ai été très impressionnée au début du mouvement par l'effroyable mépris que les classes dirigeantes affichaient par rapport à ce qu'on va appeler vulgairement la masse. Et finalement, quand on ouvre ses yeux et quand on sait observer l'actualité, on voit de plus en plus l'incompétence de nos élites, dans le choix qu'ils font de financer des œuvres d'art qui sont absolument affreuses,
dans leur manière de subvertir tous les canons esthétiques classiques, parce qu'en réalité, ils ne voient ça comme un moyen de valider des diplômes qui leur permettent d'avoir un poste, et une fois en poste, ils font absolument abstraction de tout ce qui tire les autres vers le haut. Il n'y a plus aucune considération pour les gens. On ne fait même plus semblant de subventionner les scènes culturelles. Les subventions aux maisons de la culture se réduisent comme peau de chagrin. Moi, j'avais eu la chance de grandir à Grenoble à l'époque où, à la MC2, quand vous aviez moins de 26 ans, vous pouviez aller voir un opéra pour 9 €. Petit à petit, on voit que les prix augmentent et que le tarif pour les plus pauvres, ça ne se met plus en place. Et donc, si on observe vraiment ce qu'il y a autour de nous, on voit de plus en plus que ces gens ne font même plus semblant d'avoir à cœur ce qui nous touche. Et donc forcément, tout ça, c'est un terreau très favorable aux grands mouvements sociaux. Je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ce n'est que le début de quelque chose de bien plus radical. Donc on a des gens qui ne font même plus semblant d'avoir à cœur de financer la santé, qui n'ont même plus à cœur de faire en sorte que les classes populaires puissent élever leurs enfants. On a vraiment des masques qui tombent, et ça, généralement, c'est annonciateur d'une révolution au sens social du terme. Je voudrais juste vous lire ce passage de Crépuscule pour vous donner une idée de l'endogamie de là où je viens. Donc c'est l'Alsacienne, c'est le lycée que j'ai fait, enfin le collège-lycée. C'est un des 15 lycées de sélection des élites parisiennes. Donc, enfin, c'est pas du tout le seul où on peut se retrouver, mais je vais vous dire la liste des personnes qui, dans ma promotion, étaient en fait, tout simplement. Donc, dans la promotion 2007 dont sera issue Gabriel Attal, pouvait ainsi se croiser, de façon non exhaustive, la petite fille de Valéry Giscard d'Estaing et fille du PDG du Club Med, celle du PDG d'Arcos, par ailleurs sœur du futur patron d'Uber France, un des héritiers Seydou, la fratrie issue des producteurs de cinéma Godot, les lointains héritiers du général de Haute-Cloque, les grandes lignées des deux Gallards, de Lantilly et de Lastour, la fille du patron de presse Bernard Zécry, celle du fondateur d'APC Jean Toutou, le petit-fils du banquier Michel Pellegros, la fille du président de l'American University of Paris Gerardo de la Paolera, des grands cadres d'entreprises du CAC 40, des avocats, hauts fonctionnaires à l'UNESCO, le fils du proviseur d'Henri IV, et ainsi de suite. Dans les promotions environnantes, on pouvait trouver des patronymes que certains, s'ils lisaient les journaux, connaissaient. Oliven, Bussereau, Breton, Payon, d'autres patrons. Là, j'ai des ministres de l'Éducation quand même, qui mettaient leurs enfants dans des écoles privées. Des ministres, femmes et hommes de pouvoir, des fils d'acteurs, d'Isabelle Huppert, Christine Scott Thomas. Donc une seule école. Vous imaginez le niveau d'endogamie et de sélection sociale à l'entrée de cette école, évidemment qui recrutait sur dossier. Vous imaginez sur quels critères l'on recrute dans cette école et dans le seul but de quoi? Évidemment de permettre à ces enfants de se former à un rapport à l'autre qui par la suite leur permettra de devenir ministre d'Emmanuel Macron à 28 ans, sans n'avoir jamais rien fait de sa vie et sans n'avoir jamais occupé un seul travail, un seul poste de travail. C'est ça la réalité. En fait, c'est des tels accélérateurs de pouvoir. Lorsque vous voyez Gabriel Attal aujourd'hui parler de ses camarades ministres, une scène extraordinaire, c'était sur France Inter, une matinale où on parle de Gérard Collomb. Donc moi, je parle en grande estime de Gérard Collomb, comme vous l'imaginez bien, mais c'est quand même un homme de 70 ans qui a un parcours, qui était ministre de l'Intérieur, numéro 2 du gouvernement, quand vous êtes le petit jeune qui est encore député, qui est encore en train de se faire les dents, de la même majorité, et il en parle avec un mépris, mais en disant qu'il raconte n'importe quoi. Extraordinaire, un aplomb extraordinaire qui n'aurait été autorisé à aucune personne qui, par miracle, venant d'un autre milieu social, aurait eu un parcours jusqu'alors similaire au sien. C'est-à-dire qu'il prenait de haut les cadres les plus importants de la Macronie, âgés de 27 ans, sans aucune difficulté. Évidemment, pourquoi? Pour ça. Parce que dès l'enfance, vous êtes dans un espace qui, en fait, vous prépare à rentrer dedans. Et alors, Gabriel, ce qui est amusant, et je ne parle jamais de lui dans les conférences, mais là, je ne sais pas ce qu'il me prend, j'ai envie de... Ça ne suffisait pas, et donc il allait de temps en temps à Duruy, qui est le grand lycée du 7e arrondissement, pour voir les héritières Clarins.
et aller les draguer à la sortie du lycée pour essayer d'avoir accès en fait à quelque chose auquel on n'avait pas accès à l'alsacienne, c'est-à-dire le patrimoine économique. Parce qu'il y a une segmentation des élites. Les élites parisiennes, c'est pas un bloc. Quand vous êtes pas l'alsacienne, vous n'avez pas du tout accès, y compris dans les cercles de socialisation, au rallye du 16e arrondissement, de l'école bilingue, de Franklin. Vous avez en fait une autre partie des héritiers qui vont se rencontrer, qui vont organiser des événements pour se rencontrer entre eux, commencer à copiner, se marier, et ainsi de suite, qui eux vont essayer de reproduire des capitaux économiques et non pas symboliques et culturels. Et vous allez avoir une répartition comme ça des espaces, et devinez où est-ce que Brigitte Macron a décidé d'enseigner quand elle est venue à Paris. Est-ce qu'elle est allée dans une école publique? Est-ce qu'elle est allée en banlieue, comme aujourd'hui elle prétend le faire, en faisant des opérations de communication avec LVMH à Clichy-sous-Bois, en ouvrant une école de maroquinerie qui n'a de social que l'apparence? Non, elle est allée à Franklin. Elle est allée à Franklin, qui est le lycée du 16e arrondissement, où se forment et se rencontrent les élites de la rive droite, et où elle a rencontré deux enfants dont le nom de famille est Arnault, fils de Bernard Arnault, ce qui lui a permis de présenter Bernard Arnault à Emmanuel Macron, et qui a en fait permis, à partir de 2008, de préparer l'ascension d'Emmanuel Macron jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. C'est à travers la trahison de cette personne qui n'a que faire du bien commun que l'on a la naissance d'un parcours politique, d'un être qui sera par la suite présenté comme étant une parée de qualité, et dont vous noterez que tout l'appareil de propagande qui l'a entouré se centrait sur son supposé génie, qui était lui-même déduit du fait qu'il avait fait l'ENA, et à l'époque, car il mentait, car il était parfaitement conscient de l'importance de ce mensonge, de Normal Sup. Et M. Macron, qui est une fabrication, une véritable fabrication, a tenté de passer 3 fois le concours de Normal Sup, avant de passer 2 fois le concours de l'ENA, pour finalement avoir un concours au bout de 5 ans, parce qu'il savait parfaitement que c'était la seule condition qui lui permettrait d'avoir des aspirations au sein de ce petit Paris et de devenir l'un des instruments de l'ambition de ces grands oligarques qui ont besoin de relais, qui ont une légitimité dans l'espace social pour propulser des personnes au sein des appareils de décision de l'État qui à leur tour prendront des décisions qui leur sont favorables, de l'ISF, enfin de la suppression de l'ISF à la flat tax, en passant par le CICE, et ainsi de suite. Et des personnes comme Macron constituent leur capital à partir de cette ascension sociale grâce à l'édifice méritocratique, qui n'est rien méritocratique. Et Emmanuel Macron a pu faire tout cela parce que non seulement c'est un fils de professeur de médecine, donc de la grande notabilité d'Amiens, mais qu'en plus, ce professeur de médecine a eu l'intelligence d'inscrire son fils dans une école privée, la Providence à Amiens, donc l'équivalent de ce lycée dont on parle à Paris, et qu'il a par ailleurs croisé le chemin du professeur de cette école privée, qui connaissait l'ensemble des circuits et qui a réussi en fait à le faire inscrire, malgré son absence de talent, à Henri IV, pendant qu'elle partait à Franklin, afin de le pousser dans cette direction-là. Donc, il n'était pas si malin que ça, il n'arrivait pas, il a fini par arracher l'ENA, l'inspection des finances, Sésame. À partir de là, se met en place une machine à intronisation. Il prend des décisions extrêmement favorables à cette classe sociale. Avec Jérôme Cahuzac, à partir de 2011, il prépare le programme économique de François Hollande. On comprend pourquoi le quinquennat François Hollande a été une catastrophe. Pourquoi est-ce qu'il pousse François Hollande à prendre des décisions comme le CICE? Parce qu'il s'en attribue la gloire, ce qui lui permet d'être bien vu de ses élites économiques. Il offre en fait des ressources publiques à cette élite, donc des 40 milliards d'euros pour le CICE, ce qui lui permet sur les 2 premières années, ce qui permet de récupérer l'appui et la sympathie de ces élites économiques qui voient en lui l'enfant modèle qui va pouvoir être propulsé dans l'espace public. Et donc, qu'est-ce que font ces gens-là? Eh bien, ils utilisent quelque chose dans lequel ils ont investi leur argent. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est les médias. 90% de la presse écrite détenue par 10 personnes. 45% de la presse de l'audiovisuel, radio-télévision, en termes d'audience. 10 personnes. 10 personnes qui se connaissent, qui mettent leurs enfants ensemble à Franklin, qui couchent ensemble, fils de Bernard Arnault, marié avec Zéphaniel, et ainsi de suite. Et ces personnes-là vont mettre en place une opération de propagande pour hisser Emmanuel Macron, inconnu de tous, ne s'étant jamais présenté à une élection, ce qui est censé quand même être la base du contrôle démocratique. On parle de démocratie, il faut quand même à un moment... Il ne se présente à rien, il est nommé directement ministre de l'économie après avoir été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Vous devenez ministre sans à aucun moment vous êtes confronté au suffrage populaire. Grâce à quoi? Grâce à une campagne médiatique extrêmement violente, où il va être présenté comme quoi? Comme le Mozart de l'Élysée.
Pourquoi? Parce qu'il a cette sanction venant d'Henri IV et ayant réussi l'ENA qui permet de légitimer a priori sa supériorité par rapport aux autres. Donc Mozart de l'Élysée, grand philosophe, vous vous souvenez, Mozart de la finance aussi, c'est des titres du monde, hein, quand même. C'est pas des titres de gala, de voici, grand danseur de tango, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, ça aussi c'est dans le monde. Vous voyez la mécanique? Et qu'est-ce que fait Macron quand il arrive au pouvoir? Il prend décision qui bénéficie à ces individus, la privatisation des aéroports de Paris, à tout ce que je vous ai raconté. Qu'est-ce qui se passe à un moment quand vous êtes dans un système comme celui-là, où en gros, les carrières politiques se construisent à partir du pillage de ressources publiques? Eh bien, ces ressources publiques commencent à manquer. Et comment est-ce que vous faites pour compenser la baisse des ressources publiques? Comment est-ce que vous faites pour compenser la création du CICE qui vide les caisses de l'État de 20 milliards d'euros par an? Vous créez une taxe. Et quelle est cette taxe qui a été créée, non pas pour financer l'écologie, mais c'est écrit dans des échanges de mails entre les deux principaux conseillers de Macron, qui ont été révélés par Wikileaks, pour financer le CICE, la taxe carburant. Les gilets jaunes naissent de l'effondrement du système méritocratique. Mais ils naissent directement de cela, et de la récupération de cette croyance par un système de caste qui va instrumentaliser les décideurs politiques pour les faire prendre des décisions au service de leurs intérêts, et qui, à un moment, les décideurs politiques ont besoin de récupérer l'argent qu'ils offrent à ces individus quelque part, et ils pensent pouvoir le faire en taxant l'ensemble de la population, jusqu'à ce qu'à un moment, la pression devienne si importante qu'il y a rupture. Et c'est là où je voudrais, moi, ce sera peut-être la dernière chose que j'allais vous dire, noter l'intelligence intuitive des Gilets jaunes de A à Z dans ce mouvement, de comprendre immédiatement, instinctivement, qu'il ne s'agit pas d'écologie. De comprendre immédiatement, instinctivement, qu'il ne s'agit pas de compenser une forme d'erreur qu'ils auraient commis en achetant des véhicules diesel, alors qu'en fait on nous a poussé depuis 20 ans à acheter des diesels en nous expliquant que c'était plus sain pour tout le monde. Encore un effet de la corruption des élites politiques et de leur incompétence, des politiques en favorable au diesel depuis 30 ans qui essaient de faire payer, et ainsi de suite. L'intelligence des Gilets jaunes, lorsqu'ils défoncent la porte de Benjamin Griveaux, pas la porte du ministre de l'écologie, de l'agriculture, de l'éducation, ils vont chercher le porte-parole pour lui signifier quoi? Cette parole est la nôtre, et vous n'avez pas le droit d'utiliser ce ministère, ce bâtiment, qui est le ministère du porte-parole du gouvernement de la République française, de chacun d'entre nous, pour nous dénigrer, en parlant de nous comme des fumeurs de gitane qui roulent en diesel, et ainsi de suite. Et c'est l'intelligence des Gilets jaunes qui ne vont pas occuper le bureau du porte-parole, qui ne vont pas prétendre parler au nom des Français, qui vont juste ouvrir cette porte-là pour dire « ce bâtiment appartient à tous les Français, cette parole appartient à tous les Français et ne pourra plus jamais être utilisée pour écraser ces mêmes Français ». Et donc, face à la bêtise et l'effondrement d'une élite, la capacité d'un peuple à se reconstituer et à reconstruire des alternatives politiques, il s'agit maintenant, à mon sens, simplement de formaliser. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont revenues aux politiques, qui ont réémergé, qui ont sorti la tête de l'eau, qui ont recommencé à s'intéresser à des sujets qu'ils considéraient leur être trop éloignés. Mais ces personnes-là, maintenant, doivent tout simplement se prendre en charge pour construire politiquement une alternative et à un moment ou à un autre prendre le pouvoir. Et je les incite fortement à ne pas tenter l'aventure des urnes, mais tout simplement celui de la mobilisation sociale jusqu'à l'effondrement du pouvoir existant. Je ne voulais pas couper les applaudissements. Si vous en êtes d'accord, on peut faire maintenant un dialogue avec la salle, vous poser des questions à Rohan et Marion. Je vais profiter de cette petite interruption pour dire un remerciement que j'ai oublié de dire au début, en particulier à la municipalité qui nous accueille, qui nous a permis de louer la salle et qui participe largement à l'organisation.